Le droit, tout droit par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 5e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Nous nous intéressons cette fois-ci au divorce et avec ce chiffre avant tout, l'année dernière en France, il y a eu selon l'INSEE 242 000 mariages et près de 200 000 PACS, des chiffres records depuis l'an 2000, sachant que 1 sur 2 finira par un divorce, 46% exactement. Quels sont les différents types de divorce? Quelles sont les erreurs de base à éviter? Quel point de vigilance faut-il avoir en tête et faut-il détailler en ce qui concerne la garde des enfants, la pension alimentaire ou encore la prestation compensatoire? Dans quel cas de figure y a-t-il audition judiciaire et décision par un magistrat? Quid du logement et des crédits? Voici quelques-unes des questions auxquelles nos deux invités vont répondre au cours de cette émission. Béatrice Founès, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate à Épinal et Dorothée Bernard, bonjour. Bonjour. Avocate à Épinal également. Merci à toutes les deux de votre présence pour cette émission. Mesdames, avant de répondre précisément à certaines questions posées par nos auditeurs télé ou en ligne sur notre site et sur notre appli ou réseaux sociaux, quelques chiffres complémentaires, me semble-t-il, essentiel pour rentrer dans le vif du sujet sur les mariages et les divorces, chiffres que l'on verra d'ailleurs tout au long de cette émission. Allez, j'ai évoqué 242 000 mariages, ça c'était donc en 2003, 199 000 PACS exactement, ça c'était les chiffres de 2022. On va voir le tableau qui récapitule tout ça. Un mariage sur deux donc qui finira par un divorce. L'âge moyen aujourd'hui, il est de 42 ans. L'âge moyen du divorce, il est de 42 ans chez les hommes, 44 ans chez les femmes. Durée moyenne du mariage, 15 ans. Un risque élevé. Alors on parlait de la fameuse barre des 7 ans. Aujourd'hui, on est plutôt sur 5 ans. Et les familles recomposées, signalons qu'elles représentent aujourd'hui près de 10% des familles françaises. Alors quand on parle de divorce, évidemment, on parle de couples mariés, mais on l'a vu, il y a de plus en plus de couples qui sont pacsés. Là, on ne parle pas de divorce, mais de séparation. Béatrice Founès, les préoccupations peuvent être les mêmes, mais forcément, qui dit mariage, dit contrat, dit donc réglementation plus lourde. Alors, plus lourde, certainement. Il y a le concubinage libre qui existe, puisque des personnes peuvent décider de se mettre ensemble et de ne pas contractualiser la relation. Il y a le PACS, donc où il y a un contrat qui est censé régler toutes les obligations du couple, notamment au niveau patrimonial, durant la durée de celui-ci. Et puis il y a le mariage, où là c'est la loi, le code civil, qui prévoit les obligations découlant de celui-ci. Les différences vont se faire sentir notamment au moment de la rupture. Rupture d'union libre, ça peut se passer très bien, puis tout dépend. Là, c'est des questions que nous devons poser quand les gens viennent voir un avocat, et ils viennent, quand il existe notamment soit un patrimoine commun ou non, des enfants. Ça, ce sont des éléments très importants qui font que les gens vont se poser des questions, surtout en cas de difficulté. Et puis, la rupture d'un mariage, c'est effectivement plus lourd. Là, le juge doit intervenir et l'avocat est également obligatoire pour celui qui engage la procédure et également pour celui qui l'a subie, où il y a des cas où les parties sont d'accord pour divorcer. Avec, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, des obligations, des réglementations diverses et variées, et l'intérêt d'un mariage, notamment, on va l'avoir tout à l'heure, en ce qui concerne, par exemple, la prestation compensatoire. Il y a le contrat de mariage, implique évidemment des obligations dans le cadre d'une séparation. Il n'y a pas que l'aspect financier au moment T de l'intérêt de se marier, Béatrice Founès. Alors oui, avantage, ça dépend de quel côté on Oui, se place, bien du évidemment. débiteur ou du créancier, mais c'est la différence essentielle. Le mariage implique un devoir de secours, et puis une idée que on se marie pour le meilleur et pour le pire et pour toujours. Et donc, en cas de rupture, peut se poser la question uniquement pour les mariages, d'une prestation compensatoire. Qu'on va détailler tout à l'heure. Step by step, beaucoup de choses à dire. Dorothée Bernard, une procédure de mariage, c'est une question, on va attaquer avec les questions des téléspectateurs, une question de Louise d'Épinal, qui nous a posé cette question via les réseaux sociaux. La procédure de divorce dépend a priori du type de contrat de mariage.
Dorothée Bernard, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différents types de contrats et donc l'implication évidemment dans le cadre d'une séparation, puisqu'on parle principalement du divorce aujourd'hui? Alors, effectivement, quand vous vous mariez, vous avez la possibilité de conclure un contrat de mariage ou pas. Vous pouvez aussi ne pas conclure de contrat, et c'est le cas très fréquemment. Ce qui est conseillé, surtout quand vous avez du patrimoine, c'est peut-être de prendre rendez-vous chez un notaire ou chez un avocat au moment du mariage pour pouvoir voir ce qui correspond le mieux à votre situation patrimoniale et éviter des erreurs de ne pas régulariser de contrat alors que vous aviez plutôt intérêt à faire un contrat de séparation de biens ou ce type de choses. Après, au moment de la séparation, du divorce, il faut savoir que l'intervention, enfin, vous serez obligé de faire alors soit une procédure judiciaire, soit de vous mettre d'accord amiablement pour faire un divorce amiable, mais il va falloir impérativement qu'il y ait un acte pour mettre un terme à votre relation et pour mettre un terme au mariage. Le type de divorce ne dépendra pas en réalité du contrat de mariage, mais selon le contrat de mariage, les conséquences peuvent être différentes. Mais ça, on ne l'abordera peut-être pas aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est rentré encore dans d'autres thématiques. Ça pourra éventuellement faire l'objet d'une autre émission. Alors, vous avez principalement deux types de divorce. Le premier type, c'est le divorce amiable, et le deuxième type, c'est le divorce judiciaire, et c'est Béatrice Founès qui vous expliquera le divorce judiciaire. Le divorce amiable ou par consentement mutuel? Divorce amiable ou par consentement mutuel. Les deux termes effectivement, sont utilisés. Les deux termes sont utilisés. Le divorce par consentement mutuel, cela signifie que vous devez impérativement, enfin chaque époux doit avoir son avocat. Donc la première chose et le premier conseil qu'on peut donner aux personnes qui envisagent de divorcer et qui voudraient privilégier un consentement mutuel, c'est de se rendre chez un avocat. Parce que de toute façon, l'assistance par un avocat sera obligatoire. Donc autant faire les choses dans l'ordre, aller voir l'avocat pour que l'avocat puisse voir si le divorce par consentement mutuel peut ou pas être réalisé, parce que donc un avocat par époux, un accord total entre les époux sur les conséquences du divorce. Et donc c'est vraiment ce point-là qui est extrêmement important, c'est-à-dire que vous devez vous entendre sur les conséquences pour les enfants, l'éventuelle prestation compensatoire, et le dernier point qui va être aussi très important, vous devez vous entendre sur la liquidation de votre régime matrimonial. Donc typiquement, si vous êtes propriétaire d'une maison ou d'un appartement, eh bien il va falloir trouver un accord pour savoir, une fois qu'on divorce, qu'est-ce qu'on fait de cette maison. On la vend, il y en a l'un ou l'autre qui la rachète. Voilà, c'est tous ces points-là qui vont être évoqués avec l'avocat. L'avocat va aussi s'assurer qu'on est dans les critères du consentement mutuel, à savoir qu'il ne faut pas être sous tutelle ou sous curatelle. Il y a des points de vigilance quand vous avez un des deux époux qui est étranger parce que certains pays ne reconnaissent pas le consentement mutuel. Enfin, voilà, il y a des éléments assez techniques qui nécessitent vraiment un audit par l'avocat qui va être là pour vérifier qu'il y a l'accord. Et évidemment, et c'est ce qui importe l'époux, le client qui vient nous voir en priorité, préserver ses droits. Parce qu'on parle d'amiable, il faut que les droits soient préservés et les intérêts des époux. Mais parfois, malheureusement, le consentement mutuel n'est pas possible et on passe au divorce judiciaire. Alors, Béatrice Founès, Dorothée Bernard y a répondu en partie aujourd'hui. Et quelles sont les obligations en termes de saisie d'un avocat, de deux avocats, d'un juge? Quel cas de figure? Nous sommes mariés. Nous voulons divorcer. Soit un divorce par consentement mutuel, avocat nécessaire, deux avocats. Pendant des années et des années, ça pouvait être qu'un seul avocat qui était plus ou moins imposé par l'un des conjoints à l'autre, et ça posait évidemment problème. Ça pouvait poser problème, pas nécessairement, mais c'est vrai que la présence de deux avocats est là pour vérifier que, d'autant qu'il n'y a plus le contrôle du juge, mais que les intérêts de chacun ne sont pas lésés. Ça, c'est depuis 2017, il y a eu une évolution, dans le cadre de la loi de modernisation de la justice pour désengorger justement les tribunaux avec des mariages, ou plutôt des divorces qui se passaient bien. Tout à fait. Alors des mariages qui se finissaient mal, mais des divorces qui se passaient bien. Maintenant, ça n'est pas toujours possible. Et il y a donc, pour dissoudre le divorce, la nécessité de l'intervention d'un magistrat, d'un juge aux affaires familiales. Et pour cela, pour le saisir, ce magistrat, l'assistance par un avocat est obligatoire. D'autres types de divorce, brièvement,
le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ça veut dire que les époux sont d'accord pour divorcer. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Mhm. Mais peut subsister des désaccords sur certains points ou sur la totalité des conséquences du divorce. Les enfants, le sort de la maison, le sort, est-ce que tu as le droit de porter mon nom ou pas, ce genre de choses. Mhm. À partir de là, intervention du juge obligatoire et 2 avocats, un pour chaque époux, obligatoire également. Deuxième cas de divorce judiciaire, le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Typiquement, un époux veut divorcer, l'autre ne dit pas, enfin ne prend pas l'initiative, ne suit pas ou subit cette procédure. Dès lors qu'il y a 1 an, ce qui est assez court, un an de vie commune, de vie séparée, de résidence séparée avérée, prouvée, il est possible de faire une procédure donc de divorce pour altération définitive du lien conjugal. C'est-à-dire forcer la main pour divorcer. Un petit peu, c'est ce qui était appelé il y a de cela un petit peu longtemps le divorce répudiation. C'est-à-dire que un époux peut n'avoir rien à se reprocher, ne pas vouloir divorcer, mais malgré tout, l'autre ne va pas rester enfermé. Ça dépend une fois encore de quel côté on se place et va subir On en cette profite procédure. pour regarder, si vous voulez bien, un petit tableau qui résume les principales causes de divorce. Allez, information un petit peu globale évidemment. Les principales causes de divorce aujourd'hui, le petit tableau qui va apparaître, c'est l'infidélité qui représente 33% des procédures. Suivent, je le lis très rapidement, le manque de complicité, 20%, l'incompatibilité de caractère et des désaccords fondamentaux, notamment sur l'éducation des enfants, 15%, l'argent et le travail qui représentent 10% des causes de divorce. Nous avons aussi, et enfin, les beaux-parents et les amis, ou encore les addictions ou les passions. Voilà ce top 6 entre guillemets des causes de divorce. Allez, question tout de suite de Cécilia. On va rentrer dans le détail, notamment par rapport aux enfants. Cécilia de Remiremont, qui est en union libre, voilà, mais avec cette problématique, évidemment, de pension alimentaire. La question de Cécilia de Remiremont, dans le cas d'une garde alternée, à partir de quelle différence de salaire une pension alimentaire doit-elle être versée? Béatrice Founès, le calcul de la pension alimentaire, et est-ce qu'il y a, entre guillemets, un schéma de base sur l'application, sur les modalités d'application et le contexte d'application de cette pension alimentaire? C'est évidemment au cas par cas. Il faut faire un audit particulier de la situation du demandeur à la pension alimentaire, du créancier et du débiteur, savoir si c'est envisageable, des besoins des enfants. Il y a pour pouvoir aider les gens à avoir quelques renseignements, avoir une idée de dans quel cadre ils se situent, des barèmes qui sont édités par le ministère de la Justice, qu'on retrouve facilement sur Internet, qui peuvent aider les gens à discuter, à se faire une idée. Soyons très clairs, ça n'est pas cela qui guiderait la décision d'un juge aux affaires familiales. C'est pas la base de travail. Non, parce que il y a d'autres éléments, mais ça donne déjà une idée, une base de discussion. Ça évite de saisir un juge parfois à l'aveugle ou de pourrir des discussions. Voilà, donc, mais il n'y a pas un barème légal, applicable, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et quand bien même il y a une pension, quand bien même il y a une différence de revenus importante, on n'est pas obligé de passer par la pension alimentaire. Il peut y avoir tout simplement un accord de gré à gré, un engagement pour financer pendant un certain nombre d'années les dépenses relatives aux enfants. C'est une forme de pension alimentaire, mais qui ne dit pas son nom. C'est une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dès lors que les parents sont d'accord, tout va bien. Attention qu'il n'y ait pas d'abus. Exemple type, quelqu'un qui veut racheter sa liberté, ou même peut-être des violences, un époux qui serait, ou ça vaut aussi en termes d'union libre, hein, des concubins qui seraient un petit peu qui seraient prêts à tout pour se séparer. La pension alimentaire pour les enfants est un droit auquel on ne peut pas renoncer par avance. On ne peut pas dire, tiens, j'ai 0, il a ou elle a 5000, je ne demande rien, etc. Il faut, les enfants pensent avant tout. Les accords, c'est très bien. Attention à ce que les accords soient bien équilibrés, à ne pas renoncer à des droits auxquels on ne peut pas, parce que ce n'est pas pour l'un des époux, l'un des concubins, mais c'est pour les enfants. C'est hyper important, et ça, il faut être très vigilant là-dessus. Autre point de vigilance à
avoir en tête, la pension alimentaire est révisable. On peut Tout à fait. Il y a une revenir évolution. dessus Oui. pour l'améliorer, pour la baisser, selon du côté où on se trouve, évidemment. Oui, là, on rentre vraiment dans les critères de la loi. La pension alimentaire dépend de la situation de celui qui la verse, de celui qui la reçoit et de l'évolution des besoins de l'enfant. La vie est évolutive par définition. Un débiteur de pension alimentaire, c'est-à-dire celui qui la paye, peut subir un licenciement, un revers de fortune, une maladie, enfin autant de situations qui font que les sommes qui ont été arrêtées à un moment donné, il ne peut plus les verser. Même chose, une situation... Enfin, voilà, ça c'est très très important, c'est le critère déterminant, puis l'évolution des besoins de l'enfant. Un enfant de 10 ans n'aura pas les mêmes besoins qu'un ado de 15 ou qu'un jeune qui commence des études, même au-delà de 18 ans. C'est important de le préciser, hein, la pension alimentaire pour les enfants ne s'arrête pas à 18 ans, mais qui va poursuivre des études qui seront parfois onéreuses. Là, chacun des parents va être mis à contribution. Ok. On aura encore plein de choses à dire. Autre thème d'importance dans le cadre d'un divorce, cette fameuse prestation compensatoire. Question de Fabrice de Bruyères. On va le détailler. J'ai entendu parler d'une méthode de calcul de la prestation compensatoire. Quelle est-elle, cette méthode de calcul ? Au préalable, avant de répondre à Fabrice, déjà, qu'est-ce que c'est la prestation compensatoire, Dorothée Bernard ? Tout le monde ne le sait pas. Alors effectivement, tout le monde ne le sait pas. Alors le premier point, c'est que la prestation compensatoire n'est due que dans le cadre d'un divorce. Et ça a été expliqué tout à l'heure par Béatrice Founès. Si vous êtes en union libre ou pacsé, que vous vous séparez, il n'y a pas de question de prestation compensatoire. C'est vraiment uniquement pour les personnes qui ont choisi le mariage. Alors, le Code civil, pour avoir la définition précise, indique que la prestation compensatoire a vocation autant que possible à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas forcément plus avancé, mais ça part du principe que quand vous vous êtes marié, vous pensiez que ça allait durer pour toujours ou presque, vous avez pu faire des choix, notamment des choix professionnels. Renoncer à un emploi ou à une promotion pour vous occuper des enfants, pour favoriser la carrière de votre conjoint, ce genre de choses. Et au moment où le divorce survient, eh bien les choix que vous aviez faits, en fait, se retrouvent complètement remis en cause et vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous avez accepté, entre guillemets, des sacrifices, en pensant que votre mari ou votre femme serait toujours à vos côtés pour pouvoir vous aider à subvenir à vos besoins. Et une fois qu'il y a divorce, eh bien, vous vous retrouvez sans rien. Donc, vous avez ce mécanisme de prestation compensatoire qui est fixé. Alors, c'est vrai qu'il y a des méthodes de calcul qu'on ne va pas développer ici. Il y a différents critères qui sont fixés par le Code civil, la durée du mariage, l'âge, les choix professionnels, l'état prévisible, l'état de santé, les droits à la retraite, etc. On a différents critères comme ça. Et les avocats votre avocat va vous aider à proposer un montant, alors soit dans un cadre amiable, soit dans le cadre judiciaire, et in fine, si tout se passe bien, que vous êtes l'époux qui demande la prestation compensatoire, il y a une somme qui vous sera versée, et élément très important, le principe c'est que c'est une somme en capital. Donc on vous donne une somme d'argent, c'est la prestation compensatoire, et ensuite il n'y a plus rien d'autre à payer. Il n'y a pas éventuellement une rente ? Dans les cas spécifiques, quand vous avez des problèmes de santé ou par rapport à l'âge des époux, ça peut être effectivement une rente viagère, mais ce n'est pas la majorité des cas. La prestation compensatoire est très important à savoir, à retenir, qui, contrairement à la pension alimentaire, ne peut pas être révisable. Sauf si on est dans le cadre d'une rente viagère. Mais sinon, comme c'est un capital, au moment du divorce, vous versez la somme, et c'est terminé. Et on ne peut pas revenir dessus, évidemment, s'il y a un changement de situation. On ne peut pas revenir dessus. Il n'y a pas de recours possible. Et il y a une partie qui est fiscalement déductible. Ça peut être intéressant aussi de l'avoir en tête. Allez, il nous reste quelques minutes sur cette émission qui passe très vite, mais je pense qu'on aura obligation d'y revenir parce que ça passe très très vite. Élément d'importance, évidemment, Marie d'Épinal sur l'immobilier, le logement, etc. Marie d'Épinal qui nous pose cette question. Avec mon mari, nous souhaitons divorcer, mais il ne veut pas que je garde la maison. Peut-il nous obliger à vendre, Béatrice Founès ? Quelques mots, 5 minutes pour évoquer le logement et les biens immobiliers. Oui et non. Il va y avoir une question de temporalité.
euh, pour l'attribution de la jouissance du domicile conjugal peut être ordonnée par le juge dans le cadre des mesures provisoires qu'il est amené à fixer dans le cadre d'un divorce judiciaire, quelle que soit la forme de divorce judiciaire choisie, pour faute, altération définitive du lien conjugal, double acceptation du principe de la rupture. Après, nul n'est contraint de rester dans l'indivision. La vente peut à un moment être forcée sous certaines conditions, et ce sont des questions qui se posent plutôt après le prononcé du divorce. Voilà, mais le domicile familial peut être protégé pendant un certain temps, le maintien dans les lieux pendant un certain temps. Je réponds de manière assez large, très très large. C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est du cas par cas. Oui. Et après, c'est la temporalité qui fait que, et puis les conditions. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, est-ce qu'il peut nous obliger ? Oui, mais sous des conditions assez drastiques et dans une temporalité. Sachant qu'il y a ce fameux droit de secours, il y a les obligations je veux dire, qu'impose le contrat de mariage pendant un certain temps, évidemment. Pendant toute la durée du mariage, effectivement. Et dès que le divorce, cette temporalité, généralement... Oui, voilà. Quand le divorce est prononcé, là, les choses changent beaucoup. Un petit mot tout concret sur les crédits, le rachat de crédit, le remboursement de prêts, etc. Comment ça se passe globalement? Quel point de vigilance à apporter? Énormément, mais c'est des calculs. Il faut ensuite voir en fonction, là encore, l'audit de la situation de chacun des époux est important. Puis il y a des choses parfois évidentes. Les gens ont plutôt tendance à s'accorder sur ces points. Par exemple, la voiture que je conduis, c'est moi qui vais en assumer l'emprunt, etc. Et puis une fois encore, le devoir de secours. Si quelqu'un a 0, qui a 2 voitures, 2 emprunts, et l'autre va pouvoir assumer, par exemple, le remboursement des emprunts. Une fois encore, c'est du cas par cas. Vous avez parlé tout à l'heure d'indivision. Précisons enfin que c'est tout à fait possible de rester en indivision. Je veux dire, il n'y a pas de réglementation qui impose. Ouais, là, une fois encore, ça dépend de la volonté des parties. Alors, s'il y a un accord complet des deux pour rester en indivision, c'est parfait. En revanche, dès lors que l'un des deux n'est pas d'accord, n'est plus d'accord, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision. Et là, il y a la possibilité de saisir un juge, notamment, avec avocat obligatoire une fois encore, pour sortir de cette indivision. Petite question financière, combien ça coûte de divorcer aujourd'hui? Dorothée Bernard, une question que j'aurais pu poser en début d'émission, c'est vrai. Alors, tout dépend en fait le type de divorce, si vous êtes sur un divorce par consentement mutuel ou si vous êtes sur un divorce judiciaire. Au niveau des frais obligatoires, ça sera notamment les frais d'avocat qui sont fixés librement par l'avocat, selon la situation. Donnez-nous une fourchette, grosso modo. Sincèrement, c'est pas possible de vous donner une fourchette parce que vraiment, ça sera selon l'avocat, selon votre situation à vous. C'est difficile de... Contrairement au notaire, parce que si vous avez un bien immobilier... Selon le temps de travail, évidemment. Selon le temps de travail. Dossier. Si vous avez un notaire, vous allez devoir... Enfin, si vous avez une maison, pardon, vous allez devoir passer par un notaire et les frais du notaire sont tarifés. Donc, vous savez combien ça va vous coûter, c'est un pourcentage par rapport à la valeur du bien, etc. Les honoraires de l'avocat ne sont pas tarifés, ils sont libres, donc je ne peux pas vous donner une fourchette. Par contre, ce que nous pouvons rappeler, et c'est important, si vous avez des ressources limitées, vous avez la possibilité de demander l'aide juridictionnelle qui vous sera accordée à titre, de façon totale ou partielle, et ça vous permet de prendre en charge les honoraires de votre avocat. Vous avez également des contrats d'assurance de protection juridique qui prévoient aussi la prise en charge des frais d'avocat. Donc, évidemment, le coût du divorce, le conseil que je vous donne, si vous envisagez de divorcer, dès le premier rendez-vous avec votre avocat, vous lui posez la question. Vous lui dites, voilà, combien ça va me coûter, et c'est votre avocat qui pourra vous donner une fourchette par rapport à sa pratique et à ses honoraires. On finit cette émission avec ce petit appel à la vigilance, notamment par rapport aux enfants, Béatrice Founès. Rappelons que le divorce des adultes, c'est une chose, mais attention, priorité au bien-être des enfants, priorité à leur épanouissement, autant que faire se peut. C'est facile à dire, évidemment, mais c'est toujours un des points de vigilance que vous prononcez. Tout à fait, oui. Attention à les protéger du conflit qui peut exister. Ils en sont souvent les premières victimes. Petite note, un enfant peut être entendu, petite note d'importance, dans le cadre d'un divorce,
par consentement mutuel comme devant le juge, l'enfant mineur doit être informé qu'il peut être entendu par le juge aux affaires familiales dès lors que ça impacte ses conditions de vie, ce qui est à peu près évident dans chaque cas de divorce, et qu'il est en capacité de discernement. Et c'est quelque chose de très important. Et dans le cas, je noircis à mort le tableau, dans le cas de problématiques de violence, etc., il y a aussi la possibilité, bien sûr, d'enquête sociale et psychologique, mais c'est un autre débat, mais je souhaitais juste le préciser. D'accord. Merci à toutes les deux de votre participation à cette Merci émission. On y Merci reviendra, beaucoup. parce qu'on a encore plein de choses à se dire, évidemment. Merci à vous de votre attention. Merci aux téléspectateurs et aux internautes, réseauteurs qui nous ont envoyé quelques questions. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.